Bonjour à tous, nouvel épisode du CQFR. Vous nous écoutez peut-être à la plage ou en vacances ou au boulot ou chez vous à la maison. En tout cas, nous sommes toujours là, même si l'actualité commence un peu à faiblir. Chat, on a quand même quelques sujets à aborder, notamment la prolongation de Billy Donovan. On ne l'avait pas vu venir. Des fois, on se demande comment ça se fait qu'il est encore là à la tête des Bulls, sur le banc des Chicago Bulls. Et au final, mieux que ça, Billy Donovan, il est prolongé sur son poste. Plusieurs années d'extension, on ne sait pas exactement le montant ni la durée, mais Billy Donovan, décidément, je mâche mes mots, va rester le coach des Bulls peut-être un moment encore. Ouais, alors c'est une semi-surprise parce que c'était déjà dans les tuyaux. Il y avait la rumeur au moment où tu sais où les Knicks essayaient de contacter tous les coachs en poste de la NBA. Il y avait notamment Billy Donovan dedans et on avait appris après que les Bulls négociaient déjà une prolongation avec lui. Ce qui avait déjà été un peu surprenant parce que j'ai envie de te demander Antoine à quel moment est-ce que la patience, parce que on peut dire que c'est de la patience. Moi j'aime bien les projets qui se construisent tranquillement où il n'y a pas d'empressement, où tu gardes un coach et une équipe pendant un certain temps. À quel moment la patience, ça devient de l'entêtement en fait? Parce que donc on sait pas pour combien de temps il a été prolongé, mais je recite le tweet que j'ai vu ce matin de French Bulls fan sur X avec le bilan de Billy Donovan avec les Bulls. C'est-à-dire qu'il bon, y a une campagne de playoff en 2021-2022 et j'englobe le front office parce que Karnisovas et Eversley ont eu des extensions pendant l'été. Avec ce trio-là, première saison, pas de playoff. Deuxième saison, un premier tour de playoff, une élimination directe contre Milwaukee 4-1. Et puis les saisons suivantes, élimination au deuxième match du play-in par Miami, élimination au deuxième match du play-in par Miami, et enfin, la saison dernière, élimination au premier match du play-in par Miami. Donc, moi je suis pour la patience. Je trouve que moi j'aime bien Billy Donovan, c'est un coach qui a des références. Double champion NCAA avec les Gators. Il a fait des choses tout à fait honnêtes avec OKC. Mais est-ce que c'était vraiment, est-ce que c'est vraiment le bon choix de continuer avec lui, de s'entêter, de continuer avec ce front office qui a fait des choix discutables enfin, j'ai presque envie de dire déprimant parce que y a pas une direction très claire, tu vois. Donc c'est surprenant cette confiance quasi aveugle parce que dans le tweet, parce que c'est Shams Charania qui l'annonce, et forcément les agents et les franchises font passer un peu le mot d'ordre qu'ils veulent dedans, c'est qui est un leader dans cette franchise, Billy Donovan, donc qui a son mot à dire dans tout ce qui se passe. Donc il est validé par le front office, il est validé par tout le monde dans la franchise, et visiblement ça ne dérange personne. Après, bon, moi je souhaite à personne évidemment de perdre son job, mais j'ai du mal à capter. Billy Donovan aujourd'hui, c'est pas un coach, c'est plus un coach jeune, c'est pas un coach qui lance finalement les jeunes. Ça a été un coach NCAA, oui, d'accord, mais on voit bien que c'est pas un coach qui développe forcément des jeunes en NBA plus que ça. Les Bulls ont peut-être aussi mal drafté, hein, mais il n'y a pas eu un jeune qui s'est complètement révélé. Après, oui, certains jeunes font des bonnes saisons à Chicago, que ce soit Kobe White. Il y a des joueurs qui ne sont pas mauvais, mais il n'y a pas ce jeune où tu te dis, il n'y a pas en tout cas ce truc où tu as vraiment l'impression que Billy Donovan est en train de développer plein de jeunes et que ça serait le coach d'un projet jeune. Surtout qu'au final, c'est une franchise qui, dans le même temps, refuse de faire un projet jeune. Donc, soit c'est pas un coach de jeunes, soit on refuse le projet jeune du côté de la franchise. À OKC, il a montré des belles choses. Faut le dire vite. Faut le dire vite. C'était pas extraordinaire. Il y a quand même finalement quasiment que des sorties au premier tour des playoffs, malgré énormément de talent. Euh, donc, je dirais que c'est aujourd'hui certainement pas non plus un coach pour une équipe qui joue le titre, mais de toute façon, Chicago ne se place pas non plus n'a même plus les armes pour être placé là-dessus, mais ne cherche pas non plus à faire quelque chose qui ramènerait la franchise un peu plus haut dans la hiérarchie. En fait, elle n'arrête pas de faire des choses middle avec un coach middle, et du coup, elle se maintient dans cette espèce de médiocrité. Encore une fois, je souhaite à personne de perdre son job. C'est juste que on se demande s'il n'y a pas de clarté. Ben si, peut-être que la clarté, c'est ça. C'est une équipe middle. C'est une équipe qui veut être middle. Je ne capterai pas trop pourquoi. Je me souviens, on avait fait un podcast avec Rémi Reverchon. Ça date maintenant d'il y a au moins 3 ans. Un podcast de preview de la saison. Je pense que c'était il y a 3 ans. Et moi, j'avais dit, je pense que les Bulls doivent tout casser. C'était il y a 3 ans. J'ai déjà ce truc de ouais, mais ça ne sert à rien. DeRozan, il faut le transférer. Lavine, il faut le transférer. Vucevic, il faut le transférer. Ils en ont transféré 2 sur 3. L'ironie, c'est que Vucevic, aujourd'hui, il n'a plus de marché pour lui. Il y a plus de chances, j'avais lu un truc, Un un insider buyout, qui ouais. disait plus de chances qu'il y ait un buyout qu'un trade Mm. de Nikola Vucevic. Donc,
Au final, pareil, les retours sur Lavine et DeRozan n'ont pas été extraordinaires. Euh, donc, c'est une équipe qui se maintient dans la médiocrité. Et oui, Rémi Reverchon a répondu oui, mais les Bulls, avec la fanbase, tu peux pas vraiment reconstruire. Je pense qu'on est au stade où la fanbase, elle veut autre chose que ça, en fait. C'est plus possible. Personne ne comprend où ils vont, à part justement si on part du principe, parce qu'en fait, personne n'accepte l'idée de se dire peut-être qu'ils cherchent juste à être l'équipe du play-in, quoi. S'ils sont middle, mais middle dans une conférence faible, donc ça donne vraiment une équipe médiocre. Et puis tous les ans, élimination par Miami, sans qu'il y ait vraiment eu matière à y croire, parce que je leur dis souvent, j'ai bien aimé. Il y a une courte période où je me suis dit, ah, les Bulls, c'est quand même sympa, c'est cool, c'est hyper offensif. Avec Josh Giddey, Boutzelis commence à se trouver un petit peu aussi. Il y a des choses pas inintéressantes, mais t'as pas l'impression, il manque toujours ce gars pour le jeune joueur sur lequel tu peux te dire, tu peux accepter une ou deux saisons d'un classement médiocre ou même juste du play-in en te disant de toute façon on a ce gars-là, donc une fois qu'il est bien entouré, ça va décoller. Et, euh, et au final, je pense que c'est pas suffisant et tout le monde, ça fait 2 3 ans, tu as raison que tout le monde aimerait que le bouton soit enclenché, mais de manière vraiment significative, pas juste à moitié. Et c'est toujours triste parce que les Bulls, c'est une franchise un peu emblématique. C'est comme quand les Knicks, toutes ces saisons où les Knicks étaient ultra middle, très très médiocres, c'est un peu désespérant. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche, qu'avec là la base de la fin de saison dernière, il y aura des choses intéressantes. Peut-être qu'ils vont vraiment accepter d'être dans les bas-fonds. Ce qui est pas si simple que ça à l'Est, hein, finalement. Tu peux toujours trouver pire que toi. Et peut-être que il va se passer quelque chose. Mais moi, plus que Donovan, c'est vraiment le tandem. Le Karnisovas Eversley, j'ai du mal à comprendre qu'après toutes ces années, et on a vu très peu de choses encourageantes, qui est pas, que ça bouge pas à la tête, à la direction de la franchise. Et moi non plus, je souhaite que personne perde son job, même si je plaindrai ni Donovan ni les deux quand ils auront perdu leur job parce qu'ils trouveront autre chose et parce qu'ils ont grassement gagné leur vie. Mais c'est frustrant, on a envie qu'il se passe des choses à Chicago, on a envie de voir des joueurs qui incarnent un peu la franchise, des jeunes, et là ça commence à faire longtemps qu'il se passe rien de très emballant, quoi. Ouais, ils ont raté le train Cooper Flag, le train Victor Wembanyama. Pareil que toi, moi, c'est plus la direction au final que le coach. Le coach, il découle de cette direction. Je regarde un peu l'effectif. D'ailleurs, Josh Giddey n'est toujours pas re-signé, hein. Il n'y a toujours pas de prolongation pour l'instant de contrat avec Josh Giddey. Après, ils ont le droit de s'aligner sur n'importe quelle offre, donc il devrait rester. Quand tu regardes l'effectif, ce qui est intriguant, c'est que donc déjà, c'est un effectif pauvre. Par contre, dans un an, ils ont full cap space, les Bulls. À l'issue de cette saison-là, bon, après, il faudra voir évidemment pour combien re-signe Giddey mais il y a possibilité d'avoir full cap space, sauf qu'ils vont en faire quoi? Je veux dire, l'équipe là, elle a été tellement middle, elle va attirer quel free agent? Si tu repars de zéro dans un an, tu te mets à tanker encore que dans un an, tu rates 10 Banza. C'est les jeunes, voilà, il y a Matas Buzelis, il y a Noah Essenge, il y a Josh Giddey qui est un bon joueur. Ça fait quand même très 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 léger pour vibrer, quoi. Ouais, est-ce que Billy Donovan, on va le voir du coup sous cette configuration avec peut-être un effectif encore rajeuni, et plus du tout, il restera Vucevic, mais je pense aussi qu'il va pas rester très très longtemps. Est-ce Ah, que il va c'est pas finir la saison, hein. Non, c'est sûr, mais est-ce que c'est le bon coach pour une équipe alors on pourrait se dire en théorie, oui, il a fait ses armes en NCAA, il est censé savoir faire ça, mais je sais pas. Et c'est vraiment cette question de trouver le mec autour duquel t'axes le projet, c'est essentiel pour toutes les franchises, tu vois. Toutes les franchises qui ont été dans la situation des Bulls ou qui ont tanké, à un moment, elles se sont dit, bah, on peut passer à la suite parce que on a un Paolo Banchero, parce qu'on a un tel, enfin, tu vois, c'est un Kate Cunningham, tu vois, les Pistons, bon, maintenant, on sait qu'a priori, maintenant, c'est un joueur All-Star, donc ils peuvent axer le projet autour de lui. Toutes les franchises cherchent ce gars-là et les Bulls l'ont pas encore vraiment trouvé a priori. Je pense pas que Boutzelis soit ce gars-là. Guidi c'est un très bon, je pense, joueur de complément, de troisième option d'une équipe ou meneur titulaire, c'est très bien, mais il manque le gars qui te fait un peu décoller, je pense, et qui fait décoller une franchise. Donc c'est pas pour tout de suite. En fait, le problème, c'est que c'est pas l'équipe la plus mauvaise de la ligue, Mm. pardon, mais c'est vraiment l'une des plus moroses, en fait. Ouais. Tu vois, il y a très peu de choses à se mettre sous la dent, au-delà du passé glorieux.
C'est pour ça que ça fait un peu tâche. Peut-être qu'on est un peu plus dur avec les Bulls qu'avec d'autres Oui, équipes. sûr. Peut-être que si on une autre franchise, on change l'effectif, on change la situation et on est critique, mais sans nécessairement taper tout le temps dessus. C'est vrai que Chicago, c'est vraiment déprimant. Tu vois, finalement, Toronto, il pourrait faire. Alors, même Toronto, de toute façon, la star de son projet. Toronto est plus excitant aujourd'hui que Chicago, d'assez loin d'ailleurs. Mais tu vois, si c'était Toronto, bon, peut-être qu'on le vivrait autrement. J'ai mis Toronto, c'est pas une pique comme Toronto pour le coup. Une fois n'est pas coutume, c'est vraiment pas une attaque envers les Raptors Est-ce là. qu'ils ont C'est- Toronto, est-ce qu'ils ont leur joueur ils considèrent qu'ils ont Oui, leur joueur bah oui. avec Scottie Barnes? Toronto, le projet de Toronto est 10 fois plus excitant. Scottie Barnes, peut-être que c'est peut-être pas l'un des futurs 10 meilleurs joueurs de la ligue, mais c'était le rookie de l'année sur quand même une classe de draft où il y a du talent. C'est un joueur très talentueux qui a du potentiel. Tu as Brandon Ingram, que moi j'aime pas des masses, mais qui reste quand même un joueur star. Tu as R.J. Barrett, tu as Emmanuel Quickley. Le projet de Toronto est quand même vraiment, je trouve, plus intéressant aujourd'hui et surtout, il est plus presque. Tu vois, l'ironie, c'est que dans le même temps, c'est deux équipes qui n'ont pas tanké, mais il y en a quand même eu il y en a quand même eu qui a une qui a un peu plus de jeunes talentueux, qui a récupéré. Tu vois, Barrett, c'est troisième choix de draft. Ingram, c'est deuxième choix de draft. C'est pas des mecs qui vont devenir, qui seront à la hauteur de leur choix de draft, mais finalement, c'est quand même des mecs à ce niveau-là. Tu as Gray Dick, Jacoby Walter, c'est des jeunes un peu intéressants. Là, il y a Murray Boyles qui vient de drafter. Bon, on verra ce que ça donne. J'aime bien. Et Scottie Barnes, c'est quatrième choix de draft. Le projet, il y a déjà plus de trucs qu'à Chicago, quoi. Ouais. Chicago, on est sur. Non, ma question, c'est vraiment, triste, rapidement sur Toronto, ma question, c'est plus sur Barnes. Est-ce que c'est le gars autour duquel tu construis tout? Mais bah, peut-être, en tout cas, ils le considèrent comme tel. Donc c'est déjà bien. Chicago, est-ce qu'ils ont ce joueur qu'ils considèrent comme tel? Je suis pas certain. Bah non, ouais, je pense que Chicago, non, c'est clair. Allez, on peut enchaîner peut-être un petit peu avec l'agent de Nikola Jokic, qui tient comment dire, à alimenter les rumeurs. Il est malin, il sait très bien comment ça fonctionne le mode NBA et la preuve, le monde du basket. Donc l'agent de Nikola Jokic, je trouve qu'il était avec LeBron James et Maverick Carter sur un yacht À Saint-Tropez. à Saint-Tropez, exactement, je dirais, près de Monaco. Et il a mis une photo, voilà, de LeBron James et de Maverick Carter sur le yacht. C'est à l'été 2025 que l'on prépare les grands plans de 2026. C'est évidemment pas. Je veux dire, si ça avait été un truc réel et officiel, il pourrait y avoir presque du tempering ou quelque chose de cet ordre-là. Ah oui. Mais il faut toujours se méfier quand même parce que les rencontres comme ça qui ont l'air informelles, il faut se rappeler que sur le fameux trade Doncic aux Lakers, ils avaient retrouvé des images d'une rencontre entre Pelinka et Nico Harrison dans un café de Los Angeles, je crois, quelques semaines ou quelques mois avant. Ah, mais eux, c'est des GM, ils ont le droit de parler ensemble de Bien transfert. sûr. Bon, après, l'agent, j'imagine que l'agent et des joueurs, ils peuvent discuter comme ça et prétendre qu'il n'y a rien du tout. Mais je pense qu'il n'y a pas matière à penser, à imaginer qu'il y a quelque chose. Mais s'il se passe quelque chose, on reviendra sur ce moment-là où on se dira, bah, ils se sont rencontrés à Saint-Tropez sur un yacht et ils ont discuté. Mais bon, non, je crois pas qu'il faille interpréter forcément ça comme le fake. Alors, en fait, on le verrait dans quel sens? Est-ce que. Pour moi, c'est du business. Ouais. C'est un truc business. C'est un truc qui n'est pas basket. D'ailleurs, la preuve qui est Maverick Carter est là. Maverick Carter, c'est la partie business de l'Empire LeBron James. Sinon, C'est pas ça la aurait été Rich partie. Paul. Bah, exactement. L'agent de Nikola Jokic, il fait exprès parce qu'il voit très bien ce qui se passe avec les Lakers. Il voit très bien les rumeurs autour de LeBron James. Et il pique, il balance ça les fait marrer. Si vraiment il y avait des discussions sur du basket, je pense que ce serait. C'est Il quoi le mettrait, c'est il quoi le le plus mettrait même probable? pas en avant. Les deux sont improbables, mais le plus probable c'est LeBron à Denver ou Jokic aux Lakers. Le plus probable, ce serait LeBron à Denver, mais le moins improbable. mais c'est même pas possible en fait. En fait, un trade de LeBron, faut pas oublier que c'est très peu probable en fait, juste Son salaire. avec le CBA en fait, exactement. Les Nuggets pour qu'ils fassent un trade de LeBron, mais de toute façon, je pense vraiment, enfin, trade de LeBron, ça concernerait même pas complètement l'agent de toute façon, ce serait le GM des Nuggets. Et je pense pas que les Nuggets, dont la manière dont ils viennent de construire leur équipe, le but est de faire venir LeBron, absolument pas. Mais je pense vraiment que c'est un truc business. On va voir qu'il y aura un partenariat entre Nikola Jokic et l'une des entreprises de LeBron, soit via un documentaire, soit via un machin. Je trouve que c'est même juste un épisode de The Shop. Je vais savoir, tu sais, c'est le barbershop, le truc où ils sont en train de se. Je pense que Jokic, il détesterait ça.
Je le vois pas Ouais, dans un mais il fait format des comme ça. Il podcasts. fait des podcasts en Il fait des one-one avec, podcasts, en tu one-one vois. avec un mec avec lequel il est à l'aise, tu vois, avec un coéquipier type Ouais, Aaron Gordon. Il avait fait Michael Porter Jr., je crois. Mais ouais, 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 Michael c'est Porter peut-être. Jr. Moi, tu sais ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir si c'est un documentaire qui suive Jokic tout un été Sur euh, ces trucs de chevaux, c'est sur ces peut-être trucs ça, de hein. chevaux. Mais c'est peut-être ça, je te jure que c'est Ce peut-être serait ça. C'est magnifique. peut-être un truc comme Parce ça. que t'as vu l'image où c'est drôle, les gens qui ont fait la comparaison entre la joie de Nikola Jokic quand il Ouais. gagne le titre NBA, donc très dans l'introspection, la retenue. Et là, un de ses chevaux a gagné une course de trop en Serbie et il était quasi en Ah, il était larmes. en pleurs. Il prenait le driver sur le jockey dans les bras en train de célébrer. Enfin, c'est marrant la passion qu'il a. Quand on revoit sur certains avant-matchs ou lors des échauffements, quand il est sur son téléphone en train de voir une course qu'il la vit à fond, et quand tu vois la retenue dans l'émotion qu'il a sur le terrain de basket. Alors, quand il est frustré, on le voit, hein, il gueule et tout, mais je trouve ça marrant. Donc ouais, moi je veux voir un documentaire de Jokic qui va voir ses chevaux. Puis le premier qui congratule sur l'image, c'est le cheval, c'est ça qui est beau. C'est ça que j'adore. Moi, je serais même pas surpris que ce soit un truc comme ça. En tout cas, voilà, mon petit pari, voilà, Ouais, mon petit pronostic, c'est que c'est un truc purement business. Voilà, ils en ouais, ont joué un petit peu je pense aussi. cette bonne guerre. Niveau prolongation, là, ça c'est acté. Evan Fournier va rester a priori 3 ans de plus à l'Olympiakos, Ouais. là où il a relancé complètement sa carrière, où il a retrouvé, je pense, du bonheur. Evan Fournier qui donc ne reviendra pas en NBA. Je pense qu'on s'en doutait de toute façon à ce stade. Il y a vraiment, vu le plaisir qu'il prend en Euroleague et avec l'Olympiakos, je ne voyais pas de raison de forcément revenir en NBA pour lui. Ouais, bah, c'est une vraie réussite, hein, le retour en Europe. Et on sait que c'est pas toujours c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile déjà d'accepter de quitter la NBA quand c'est ton rêve. C'est là que il y a des saisons où il était pas si loin que ça d'un niveau All-Star avec Orlando par exemple. Enfin, tu vois, je pense que il avait des objectifs et des rêves. À New York, ça s'est pas passé comme il aurait aimé. Le challenge, il est ultra réussi parce que toute la frustration a été évacuée. Il est arrivé dans un endroit où les gens, on sait même pas qu'ils kiffent le basket. Ils sont possédés par le basket. Il y a des atmosphères de dingue. Il a retrouvé des atmosphères de dingue comme lui il aime. Les matchs contre le Pana, hein, sur les finales, on peut en reparler, c'était complètement dingue. Et en plus, sportivement, bah déjà c'est bien, on n'a pas à se demander dans quel état de forme va arriver Evan Fournier à telle compétition. Bon là, pour le coup, je dis pas de bêtises, il fait pas la prochaine, Non, hein, il il fait fait pas pas l'Euro, l'Euro. mais on Il peut était supposer blessé. qu'il se réserve, enfin qu'il fera l'une des prochaines. Sur le plan sportif, ils remportent le titre de champion de Grèce, ils vont en finale de la Coupe de Grèce, ils sont dans le Final Four de l'Euroleague. Et lui, on l'a retrouvé, je pense, ne serait-ce que le plaisir de jouer et de vivre le basket chez Evan, il s'en est pas caché. Donc là, 3 ans, ça, oui, enterre clairement, je pense, hein, la possibilité de le revoir en NBA, mais c'est pas grave. Il va avoir 33 ans en octobre, il en aura 36 à la fin de son contrat. C'est super qu'il puisse poursuivre sa carrière et peut-être finir sa carrière, même s'il peut aussi continuer après 36 ans, hein, largement. Voilà, c'est très bien, c'était l'objectif pour lui et j'ai l'impression que sa famille se plaît aussi, parce que c'est toujours un paramètre important à prendre en compte, hein. Tu délocalises une famille qui vit aux États-Unis depuis 10 ans, 12 ans, pour retourner en Europe dans un pays qui n'est pas le tien. Voilà, il a totalement embrassé la culture, la nourriture aussi, parce qu'il n'arrête pas d'en parler, la On nourriture mange bien en locale. Grèce. On On mange mange très bien en très Grèce. bien. On mange très bien en Grèce. C'est un fait. Voilà, et dans son message de prolongation, il dit voilà, l'Olympiakos m'a accueilli comme une famille. Ce n'est pas un nouveau chapitre, c'est la poursuite de quelque chose de fort. Je ne pourrais pas être plus heureux de faire partie de ce club sacré pour 3 saisons supplémentaires. Donc c'est top. Oui, mais je pense qu'il a tout là-bas. Le cadre de vie, comme tu Mm. dis, moi je pense il apprécie l'Europe, sa famille apprécie l'Europe, le retour en Europe, la vie en Grèce, la nourriture, le soleil, la chaleur des supporters, sa communion avec les supporters, le Ouais. challenge sportif. Tu joues dans l'un des meilleurs clubs Ouais. d'Europe, dans la deuxième meilleure ligue du monde. Une ligue qui, sur plein d'aspects, est aussi franchement très intéressante. Mm. Et en plus, là, ils ont pas gagné un gros trophée majeur. Tu vois, il y aura cette volonté pour lui d'aller chercher un gros trophée majeur. Il y est respecté. Ah ouais. Il montre qu'il est au niveau, qu'il est toujours un attaquant au final très doué, tu vois, un Mm. attaquant très doué. Tout roule en fait en Grèce. Je pense que c'est vraiment l'endroit parfait et que tout se passe bien et que c'est normal qu'il reste 3 ans de plus et que j'espère qu'il pourra y terminer sa carrière. Ouais. On peut finir peut-être par un petit point de WNBA, Shai. Absolument. Euh, Et il y avait 4 4 matchs. matchs l'année dernière, 5 matchs.
5 5 matchs, matchs. absolument. 5 matchs la nuit Et dernière. il y a déjà une nouvelle qui est importante pour les fans de New York, c'est que donc Brianna Stewart était sortie du dernier match après 3 minutes, blessure sans contact qui fait un peu toujours flipper. A priori, elle a évité un truc sérieux et même si elle manque le prochain match, normalement, elle devrait être de retour, on espère, assez rapidement. Donc, c'est déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, il y avait quand même un match avec 6 internationales françaises dans cette partie. Alors, il y a le cas toujours particulier de Bria Hartley qui a fait une compétition avec les Bleus et qui avait été naturalisée, mais qui est plus revenu depuis. Mais donc c'était le match entre Connecticut et Golden State, hein, je précise, où Connecticut a écrasé les Valkyries 95-64. Du côté de Golden State, Janelle Salin, titulaire, 9,3 rebonds. Iliana Rupert en sortie de banc, 13 points, 4 rebonds à 5 sur 7. Et Carla Leight, 5 points en sortie de banc en 20 minutes. Donc ça fait 3 de ce côté-là. Et côté Seine, Bria Hartley, donc comme je l'ai dit, titulaire, 15 points. Leila Lacan, 8 points et 6 interceptions. Elle est impressionnante défensivement depuis qu'elle est arrivée en WNBA, même si c'est dans ce contexte un peu particulier de Connecticut. Et Minia Touré qui a fait son deuxième match, qui a joué 5 minutes, en sortie de banc pour le Sun. Donc à ce match-là, avec quand même, c'est quand même pas banal. Le tout avec Rachid Méziane sur le banc. Et j'ai même pas mentionné Rachid Méziane, tu fais très bien de le dire. Donc il y avait 7 représentants de la France sur le terrain, ce qui est assez fou en WNBA quand on sait que c'est à la base pas une ligue qui fait trop la part belle aux joueuses internationales. Donc ça, c'est quand même assez historique. Il y avait d'autres choses. Alors, les poules aux œufs d'or de la ligue n'étaient pas là cette nuit. Il n'y avait pas Caitlin Clark, toujours parvenue avec Indiana. Indiana a quand même gagné contre Chicago 93-78. Il n'y avait pas Angel Reese du coup non plus de l'autre côté qui est toujours blessé. Il y avait Kelsey Mitchell qui a mis 32 points quand même, mais donc pas de Caitlin Clark, pas d'Angel Reese. Paige Baker est restée sur le banc, elle a été mise au repos par Dallas lors de la défaite contre Las Vegas, 106-80, où Jackie Young a mis 24 points, où les Aces ont fait un choix assez fort de mettre Jewel Lloyd, la grosse recrue de l'intersaison, sur le banc. Elle a quand même marqué 20 points en sortie de banc. Il y avait aussi un match, une victoire de Phoenix qui a repris un peu sa marche en avant après 3 défaites. Phoenix qui, si je ne dis pas de bêtises, a battu Washington. Je n'ai plus sous les yeux, mais je crois que c'est Washington. Oui, 88-72. C'est Washington, ouais. Énorme match d'Alyssa Thomas, c'est quasiment un pléonasme. 27 points, 11 rebonds, 8 passes, 3 interceptions. La machine du Mercury qui a encore opéré. Et le dernier match, c'est une surprise, petite surprise en tout cas, défaite de Minnesota à domicile contre Atlanta, 90-86. Match référence, je pense, pour le Dream qui est quand même dans le haut du tableau. Et les Lynx qui caracolent toujours en tête de la ligue, mais qui se sont quand même inclinés à domicile, malgré 32 points, 8 rebonds, 7 passes de Nafisa Collier, qui est toujours favorite pour le titre de MVP en fin de saison. J'ai une question pour toi. Est-ce que Dallas, en étant mauvais, fait pas une meilleure opération qu'Indiana l'an dernier en étant bon? C'est injuste à dire, mais Caitlin Clark, en menant son équipe en playoff beaucoup plus tôt que prévu, dès la première année, ça empêche le Fever de drafter à nouveau, là où Dallas va pouvoir drafter haut. Oui, j'ai envie de répondre oui, parce que là, je connais la classe de draft qui arrive et que si Dallas arrive à drafter très haut sur les 2 premières places, c'est une masterclass. Après, Indiana, s'il n'y a pas la blessure de Caitlin Clark, si elle est en pleine possession de ses moyens, elles ont réussi à construire. Elles ont construit une équipe qui est quand même compétitive en surfant sur la première très bonne saison de Clark. Donc oui, peut-être. Je pense que dans tous les cas, là, avec la manière dont est construite l'équipe de Dallas, c'est plutôt une bonne chose, à mon avis. Si elles arrivent à drafter en 1 ou en 2, on reparlera ultérieurement de la prochaine draft, hein, il y a encore beaucoup de temps, mais c'est-à-dire en prenant ou Azzi Fudd ou Lauren Betts, par exemple, incroyable intérieur. Je pense qu'Azzi Fudd, c'est évidemment plein de raisons. Si tu fais Azzi Fudd, qui donc était la partenaire de Paige Baker à UConn, qui a été championne avec elle, qui est aussi sa partenaire dans la vie, ça c'est un détail, mais qui a quand même son importance. Ouais, bien sûr. Et qui est aussi la joueuse la plus talentueuse au niveau du basket brut dans cette classe de draft, peut-être dans la prochaine. C'est déjà très fort. Et si tu fais Lauren Betts, qui est une intérieure extraordinaire aussi, c'est aussi très très bien. Donc Dallas travaille bien, je trouve. La saison est... Certains s'attendaient peut-être à ce que ça fasse plus comme Indiana l'année dernière avec Caitlin Clark, mais je pense que tu as raison et que c'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose pour les Wings. Et pour le Fever, ce qui est un peu injuste, c'est que forcément c'est biaisé par le. Les blessures. Quand Caitlin Clark. Alors là, elles s'en sortent bien sans Caitlin Clark sur les derniers matchs. Elles sont à 5 victoires en 7 matchs, je crois, ou 4 sur 6, je sais plus. De toute façon, leur but à ce stade, c'est d'aller en playoff et d'être à 100% en playoff et de se dire, bah voilà, on ne nous verra pas venir.
Parce qu'elles ont déjà des bases, tu vois, il y a déjà la base, le combo Clark-Ali à Boston. Ali à Boston, Ouais, c'est les aussi, Boston. c'est aussi un premier choix de draft, donc il y a du talent dans l'équipe, elle est bien construite. On n'aurait peut-être pas la même lecture s'il n'y avait pas les blessures et qu'elles étaient plus proches du classement attendu. Mais non, ça a du sens, ouais. Je pense que Dallas sera très très content d'être dans la loterie là, lors de la prochaine draft. Allez, Shai, on s'arrête là-dessus. On se retrouve demain pour un nouveau CQFR comme d'habitude. Bonne journée à tous. Ciao, bonne journée. Game is out there, and it's either play or get played.